Oui, l'initiative est bonne. Oui, l'initiative est excellente. Oui, c'est l'une des plus belles initiatives de ce 21e siècle. Nous sommes à Conakry, capitale de la Guinée, pour une nouvelle fois débattre de ces questions plus que pertinentes. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains dirigeants africains certainement, certains Africains peut-être, mais certainement pas le continent berceau de l'humanité. Nous ne pouvons plus continuer à accepter à ce que élection rime avec mort. À chaque fois qu'on approche d'une échéance électorale en Afrique, au lieu de parler du programme des candidats, de la vision qu'ils vont mettre en œuvre s'ils sont élus, on parle des potentielles crises post-électorales. Et nous nous sommes accommodés à cela. Le top 3 de la longévité au pouvoir, Teodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, 44 ans au pouvoir. Paul Biya du Cameroun, 41 ans au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, presque 40 ans cumulés au pouvoir. Mais ne vous méprenez pas, ils ne sont pas dans ce que les autres appellent une dictature. Ce sont des démocraties, parce que dans ces pays-là, comme un peu partout dans le monde, tous les 5 ou 7 ans, on organise des soi-disant élections, où en réalité, on joue à qui perd gagne. On est presque certain à chaque fois que la volonté du peuple est bafouée, mais on s'en accommode parce qu'on nous l'a imposé. Et on se pose la question de savoir pourquoi l'Afrique, malgré ses immenses richesses, reste le continent le plus pauvre du monde. Madame, Monsieur, le problème de la Guinée où nous sommes n'est pas la richesse de son sous-sol. La bauxite de la Guinée n'est pas une malédiction. Le problème de la Guinée, c'est que pendant plusieurs décennies, se sont succédés à la tête de cet État, comme de certains États africains, des dirigeants incompétents, illégitimes et omnibulés exclusivement par la conservation du pouvoir et non le progrès pour leur peuple. C'est pour cela que ce soir, nous avons choisi de vous entretenir sur 2 thématiques centrales, gouvernance et institutions, pour nous poser la question de savoir c'est quoi la démocratie? Sommes-nous obligés de la suivre telle que les autres l'ont prescrite? Si nous voulons être africains, comme nous le proclamons tous les jours, est-ce qu'il n'est pas temps de penser un modèle qui nous ressemble et qui peut conduire au progrès de nos populations? Deuxième grande thématique, les ressources, notamment minières. Pourquoi le pétrole, le gaz, le coltan, le manganèse, la bauxite, l'uranium de l'Afrique n'enrichit pas les Africains? Est-ce des ressources différentes de ce qu'on retrouve au Golfe, par exemple? Comment expliquons-nous que nous soyons aujourd'hui toujours envieux des gens qui ont moins que nous? L'Afrique est le continent le plus vaste, dans lequel on peut y introduire la Chine, les États-Unis, l'Europe, et il y aura encore de la place. Comment ce continent, qui a les terres arabes les plus immenses du monde, peut être celui où on meurt le plus de faim? Voilà, Madame, Monsieur, autant de questions que nous allons essayer de poser et de répondre avec vous dans le cadre de cette première édition des ateliers Mansa. Je vous souhaite une fois de plus à toutes et à tous chaleureuse bienvenue et surtout préparez-vous à un exercice de disruption qui, je l'espère, bousculera vos certitudes. Alors mes chers amis, dans l'extrait qui va suivre, vous aurez la fine fleur de cette deuxième rencontre à Conakry. J'espère que vous en tirerez quelque chose de positif et que vous allez apprendre pas mal de choses ici. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir que vous soyez là.
Mais on va quand même vous faire un reproche, vous êtes en retard. Nous avons commencé sans vous parce que il y a beaucoup de millions de personnes en ligne qui nous attendent et qui avaient rendez-vous avec nous à 17 h. Nous vous remercions infiniment de nous avoir facilité tout ceci, mais nous ne pouvions pas attendre avant de commencer et c'est l'esprit Mensa. Ah, vous étiez là à 17 h. Ah, je retire ce que j'ai dit. Merci, Monsieur le Premier ministre. Si tout le monde faisait comme ça, on serait heureux. Et nous allons l'imposer au fur et à mesure. J'ai vu des ministres qui étaient là bien avant 17 h et ça change de certaines régions du pays où ils arrivent avec beaucoup de motards 45 minutes après le début des événements. Et on doit les attendre. Merci d'être là. Alors nous étions en train de raconter la raison d'être de Mensa. C'est que nous ne voulons plus seulement geindre. Nous ne voulons plus seulement nous plaindre. Nous ne voulons plus seulement dire on nous a fait mal, on nous a fait mal. Même quand vous perdez quelqu'un, vous faites le deuil et vous passez à autre chose. Nous voulons passer à autre chose, sans jamais oublier. Il n'est pas question d'oublier ce qu'on nous a fait. On s'en souviendra toujours de ces fouets, de ces chaînes au cou, de ces chaînes qu'on nous a placées dans la tête. On n'oubliera pas. Ils sont nombreux encore à le dénoncer. Mais le moment est venu aussi de nous tourner résolument vers l'avenir. Ceux qui sont dans cette salle, qui ont fait étudier l'histoire des autres peuples, savent très bien comment ils ont conçu leur vision, leur monde, à travers leur tradition, à travers leur nature, à travers leur environnement, en n'attendant pas que quelqu'un vienne leur dire comment ils doivent se comporter. Le moment est venu de ne plus être juste des éponges comme nous l'avons été, nous, Africains, pour proposer quelque chose, pour être nous-mêmes, Africains, ne plus être pro-américains, pro-chinois, pro-russes, pro-allemands, pro-européens. Non, comme l'a dit le président Mamadi Doumbouya, nous ne sommes ni pro, ni anti-américains. Nous ne sommes ni pro, ni anti-russes. Nous ne sommes ni pro, ni anti-chinois. Nous sommes pro-africains. Je vous fais un petit inventaire. Chaque 5 ans, on prépare des élections. Il faut la sécurisation des bureaux, l'impression des bulletins de vote, la machine à voter. L'État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent les processus électoraux. Parfois, la facture explose. En 2010, tenez, en Côte d'Ivoire, juste à côté, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Un record en Afrique. Et là, on vous dit les partenaires internationaux, on ne parle pas de ce que l'on a dégagé en interne. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Je ne peux pas dire le chiffre en francs guinéens, parce que je n'arrive pas à compter les zéros derrière. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, un peu comme si on l'avait prévu, le président en question a été renversé. Cela veut tout simplement dire que les 76 millions d'euros qu'on a dépensés, c'est un peu comme si on avait pris ça, on a plié, on a mis dans la chasse et on a tiré la chasse. 76 milliards de francs, 50 milliards de francs. Et aujourd'hui, au Mali, le président élu a été renversé. Les députés qui avaient été élus ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Et cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça
Et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Et chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé cette somme, il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été élu, a été renversé. Et le Parlement dissous. Encore de l'argent mis dans les toilettes. Tout ça, on est content, on recommence à chaque fois. On recommence. En République démocratique du Congo, en 2018, tenez-vous bien, 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond, tenez-vous bien, à 400 kilomètres de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça ne va rien donner? Puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme. Savez-vous ce que l'on redoute aujourd'hui? Les violences. Est-ce qu'on a besoin de passer par là? Voilà pourquoi j'ai envie, s'il vous plaît, sans violence, sans rancœur, sans haine, sans invective, que nous réfléchissions au modèle de gouvernance qui nous convient. Parce que vous le vouliez ou non, je viens de faire juste un court inventaire. Il ne correspond pas à nous, ce modèle électoral permanent. Permettez que ce soir, ici, nous puissions penser à autre chose, totalement différent. On ne dit pas que ce soit la vérité. Non. On dit commençons à penser. Commençons à réfléchir. Nous y avons droit. Commençons à nous dire qu'il existe un autre modèle. Les Singapouriens, les Asiatiques, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis où nous on va avec beaucoup de plaisir, on pensait à un autre modèle. Ils ne passent pas leur journée à faire de l'invective, à faire de la politique. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous francophones pour que ce soit notre seul sport, notre seule activité pendant que nos populations meurent, pendant que nos populations souffrent? J'ai la chance, à travers mon métier, d'avoir parcouru ce continent de long en large. Le mal est le même. Il est profond. Soyons adultes pour réfléchir à ce que nous voulons faire. C'est à cela que chez Amansa, nous vous invitons. Nous avons créé un groupe. Oh, il n'est pas le plus intelligent. Nous avons la prétention de penser qu'il faut commencer quelque part. Le plus long voyage commence par le premier pas. Nous sommes le premier pas et nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous réfléchissions. Que ce ne soit pas une histoire de personne. Ceux qui ont pensé ailleurs n'étaient pas sortis des cuisses de Jupiter. Ils étaient nés d'une mère et d'un père comme vous et moi. Soyons adultes. C'est à cela que nous vous invitons à Mansa. S'il vous plaît,
De grâce, arrêtons l'invective et réfléchissons à ce que nous voulons être. Des humains à part entière, avec leurs règles, avec leurs vieilles traditions. Nous sommes le berceau de l'humanité. C'est d'ici que les hommes sont partis tous. On ne peut pas être les derniers de la classe. Si on l'est, c'est qu'on a notre part de responsabilité. C'est le moment de montrer à nos enfants qu'ils doivent être fiers et qu'ils peuvent créer quelque chose, en commençant par le petit pas que nous voulons ici inspirer. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche, soit à sa droite. Nous avons là, trônant majestueusement, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? J'attends une réponse. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Je dis ça, mais bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? C'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, il y a encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer des coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires, mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir, nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, les élections tuent plus que les coups d'État. Les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'État militaires. Regardez le dernier coup d'État au Gabon. On n'a même pas giflé quelqu'un. C'est quand même curieux qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Et c'est ce que ces coups d'État nous enseignent aujourd'hui. Et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie, je vous invite à faire un recours à l'histoire. Parce que malheureusement, depuis au moins l'esclavage, nous nous sommes toujours fait avoir. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes, subitement, ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon de traiter les êtres humains comme des animaux. S'il faut reconnaître que des gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête, il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Ayant créé des machines, on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient. Sauf qu'une fois les machines arrivées, contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Les machines marchent
aux matières premières. Et où est-ce qu'on trouve les matières premières? Comme par hasard, en Afrique. C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. Parce qu'on n'avait plus besoin des hommes, mais on avait besoin de nos terres. Et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol. Et après, on a parlé de la décolonisation, une autre vaste escroquerie. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il fallait alors repenser le monde. Une fois de plus, nous nous sommes fait avoir. On a fait semblant de décoloniser. On nous a obligés à signer des accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes. Nous faisons croire que nous étions aussi devenus des États. Que non, c'était encore un mensonge. Tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique, ou presque, ont tout simplement été assassinés. On s'est arrangé à mettre à la tête de nos États ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité, que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes. Vous vous rappelez des scènes de nos frères qui pleuraient au départ du colon en disant « nous sommes perdus, qu'allons-nous faire ?» C'est à ceux-là qu'on a remis le pouvoir. Sauf que le monde a évolué, la guerre froide a progressé, le monde s'est divisé. Certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos États, puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir, ont eu du zèle, ont commencé à regarder ailleurs. Et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit, voici une occasion en or. Il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu. La chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme. L'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale. Et comme Alain le disait tout à l'heure, François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à La Baule pour dire les choses ont changé. Parce que des chefs d'État comme les Mobutu Sese Seko au Zaïre, Ahidjo au Cameroun, ou Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi malléables qu'on l'aurait souhaité. Ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'occupance qu'avait eu Mobutu de penser qu'il pouvait lancer une fusée à partir du Zaïre. Cela a inquiété. Et on s'est dit, comment on casse tout ça? Comment on fragilise tout ça? Et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Raison pour laquelle ils ont adopté ce modèle qui leur permettait de plaire davantage à la communauté internationale qu'à leurs propres concitoyens. Conséquence logique, 30 ans après, nous sommes dans un véritable jeu de dupes. Nous organisons chaque 5 ou 7 ans des élections. On sait très bien que très souvent, celui qui est proclamé vainqueur n'a pas gagné, mais on s'en accommode. Je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où en 2018, on a organisé une élection présidentielle. Devant le monde entier, tout le monde a été unanime que le principal vainqueur de l'élection, c'était la fraude. PV non signé, des militants de l'opposition tabassés, embastillés. Les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux, qui étaient des clochards qu'on a ramassés ça et là pour venir crédibiliser une élection. Malgré cela, le président a quand même été réélu selon le Conseil constitutionnel du Cameroun. Avec ce tableau-là, madame, monsieur, comment pouvons-nous être surpris que les militaires deviennent des stars dans la plupart de nos pays? L'autre conséquence de ce modèle démocratie, de ce modèle de démocratie occidentale africanisée, c'est que cela a créé des dirigeants totalement illégitimes. On peut dire, sans risque de nous tromper,
que la plupart de ceux qui dirigent des États en Afrique francophone ne sont pas le fruit de l'expression de la volonté du peuple. C'est un modèle totalement inadapté. Parce que le système politique est censé faire progresser la société. De vous à moi, 33 ans après, montrez-moi un seul pays en Afrique francophone dont on peut lier le progrès au système politique. On a tous le sentiment que nos pays ont régressé. Et on peut le dire également pour ce pays dans lequel on est, à savoir la Guinée. Ce matin à l'université, quelqu'un nous rappelait ce que c'était l'école en Guinée à l'époque de Sékou Touré. Tout ceci, madame, monsieur, pour dire, ce modèle n'est pas le nôtre. Nous n'allons plus passer le temps à nous définir par rapport aux aspirations des autres. Il n'existe pas un modèle de gestion de la cité universelle. Pourquoi l'Afrique va être le seul continent à qui on va imposer un modèle? Même en Europe ou en Occident, la démocratie ne se fait pas de la même manière. La démocratie britannique n'est pas la même que la démocratie française. La démocratie allemande n'est pas la même que la démocratie belge. On vous dira, certains pays ne sont pas démocratiques. Et alors? Vous pensez sincèrement que si le Qatar avait choisi le même mode de mimétisme que nous, il serait à ce niveau de progrès aujourd'hui? Vous croyez sincèrement que la Chine serait la première puissance commerciale du monde aujourd'hui si elle avait accepté de se faire imposer son modèle de gouvernance? Nous, en Mansa, nous croyons que non. Nous sommes convaincus que le salut de l'Afrique passe par la réforme de notre gouvernance et de nos institutions. Ce modèle de démocratie importé a conduit à quelque chose d'atroce, notre dénégation. Nous ne savons plus qui nous sommes et nous avons choisi de marginaliser ce qui faisait d'antan notre force, à savoir nos légitimités traditionnelles. Parlant de notre identité, aucun Africain n'ignore la place de nos traditions, de nos valeurs, de nos chefs et légitimités traditionnelles. Pourtant, nous les mettons tous de côté, nous les marginalisons. Or, mesdames et messieurs, la vieille Afrique nous parle. Tout est parole, tout cherche à nous communiquer une connaissance. Et rappelons-nous tous qu'un bout de bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Revenons à ce qui constitue une part essentielle de notre être, nos chefferies et nos légitimités traditionnelles. Nous reconnaissons tous leur légitimité. Elles sont incontournables dans nos vies. Que ce soit des légitimités reconnues sur la base de la notabilité, du savoir, ou encore celles reconnues par rapport à l'exercice d'un métier spécifique, qu'il s'agisse de chefferies politiques ou terriennes, par exemple. Or, nous savons tout cela et nous les ignorons. Nous les tenons loin des prises de décisions importantes concernant la vie de la nation. Même s'il reste quelques exceptions ou chefferies traditionnelles qui ont survécu et restent fortes. Je pense notamment au nord du Cameroun ou au cas du Moro Naba au Burkina Faso, qui agit, est respecté et donne son point de vue lors des crises politiques. Nous avons, mesdames et messieurs, tout simplement perpétué les principes d'anéantissement de nos traditions qui ont été initiées par le colon. La négation et la destruction systématique de nos cultures, de nos traditions et de nos valeurs. À l'avènement de nos indépendances, nous avons nous-mêmes poursuivi cet affaiblissement par une volonté de soi-disant modernisation de nos sociétés. Nous nous rappelons de l'existence de nos chefferies et légitimités uniquement au moment des élections, quand chaque acteur politique se bouscule au sein de leur portillon pour tenter de les instrumentaliser ou obtenir leur caution morale. Il est donc normal aujourd'hui qu'avec la négation de qui nous sommes, d'où nous venons et sans savoir où aller,
nous soyons perdus entre notre réalité, nos réalités et le désir de copier les autres. On en arrive à se demander comment en 70, 80 ans de colonisation, nous avons pu effacer notre histoire millénaire. Or, un pays se construit sur la base de ses savoirs et de ses valeurs. Apparemment, nous avons oublié cela, nous, Africains. À côté de nos légitimités, le citoyen qui doit normalement être au centre du jeu est lui aussi marginalisé. On se rappelle de son existence uniquement au moment des élections. Les autres acteurs de la gestion de la cité sont également discrédités. Qu'il s'agisse de la société civile qui ne joue pas son rôle, des partis politiques qui sont des centaines, comme si on pouvait avoir des centaines d'offres politiques dans la situation actuelle de nos États. D'ailleurs, la plupart n'ont pas d'offres politiques crédibles. Quand on vous traite de politiciens aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas toujours un compliment. Face à tout cela, au lieu de faire une pause devant cette impasse dans laquelle nous nous trouvons et tenter de trouver des solutions, nous continuons à faire ce que la soi-disant communauté internationale attend de nous, c'est-à-dire organiser des élections qui sont très souvent une façade servant non seulement à maintenir une élite au pouvoir, sachant par exemple que dans 29 pays africains sur 47, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés au pouvoir. Et la manière dont se déroulent ces élections sont complètement déconnectées des modes traditionnels de désignation des dirigeants, parce que nos contextes historiques et culturels sont éloignés de ceux de l'Occident que nous tentons de copier. Ces rendez-vous électoraux sont donc à destination de la communauté internationale. C'est à celui qui bénéficiera du titre de meilleur élève de la démocratie, synonyme d'aide financière des fameux partenaires techniques et financiers. Or, non seulement ces cycles électoraux sont incompris de la majorité de la population, mais ils donnent lieu, comme cela vient d'être dit par Jules, à des violences post-électorales. Les perdants refusant de reconnaître leur défaite dans le but de négocier un accord et profiter du pouvoir. Quand les protagonistes n'organisent pas des achats de conscience à ciel ouvert ou un bourrage méthodique des urnes malgré la présence de soi-disant observateurs internationaux. Chacun veut, passez-moi l'expression, manger sa part, quelles qu'en soient les conséquences. On ne dit pas que la démocratie soit mauvaise, et marche chez les autres, mais c'est le fruit de leur histoire. C'est le fruit de leur histoire, de leur civilisation. Peut-être qu'il faut qu'on pense à notre modèle à nous. Jerekabaino